L'air dans le cabinet de Maître Dubois était lourd, saturé par le parfum entêtant de Victoria et la peur glacée qui me nouait l'estomac. Le tanga était étiré, devenant une torture silencieuse dans cette pièce lambrissée de chêne foncé, où même la lumière du jour semblait filtrée par la gravité de l'aile. Événement. Nous étions là, toute la famille réunie pour la lecture du testament de maman. Tantes, oncles, cousins éloignés, tous étaient présents, observant, attendant de voir comment les dernières volontés de notre mère allaient sceller la hiérarchie déjà bien établie au sein du clan. Je étais assise à l'aile, écart. Une petite silhouette discrète vêtue d'un tailleur gris que j'avais mis pour ne pas faire de vagues, tandis que Victoria, ma sœur aînée, trônait au centre de la grande table à cajou. Elle portait un ensemble Chanel crème, un choix volontairement ostentatoire, destiné à signifier son statut de future héritière légitime, le couronnement de sa réussite qu'elle ne cessait de me jeter au visage depuis 30 ans. Elle avait ce sourire figé, à peine perceptible, qui ne parvenait jamais jusqu'à Ray, à ses yeux durs, mais qui en disait long sur sa certitude de victoire. Elle savait déjà. Elle savait exactement ce que Maître Dubois allait révéler. Le notaire, un homme mince aux lunettes cerclées d'or et à la voix monocorde, posa ses dossiers avec une précision irritante. Il commença par les formalités habituelles, énumérant les biens, les propriétés, le portefeuille d'actions que maman avait patiemment accumulé. Chaque chiffre, chaque mention de la villa de bord de mer ou du duplex parisien, résonnait comme un coup de marteau sur mon cœur déjà meurtri. Était le patrimoine d'une vie, le fruit du travail de mes parents, et je savais qu'il était sur le point de disparaître être englouti par l'avidité de ma sœur. Maître Dubois éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et arriva au point crucial, celui que tout le monde attendait. Ces mots, dénués d'émotion, vinrent confirmer mes pires craintes, celles que j'avais refoulées pendant des mois d'une attente angoissante. Concernant la succession principale, Madame Hélène Dubois a désigné sa fille, Madame Victoria Lavoisier, comme légataire universelle de l'intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des comptes en banque et des placements financiers, déclara-t-il, sans lever les yeux de son parchemin. Un murmure sourd parcourut l'assemblée. Les regards d'abord fixés sur le notaire se tournèrent lentement vers moi. J'y étais la cadette, la petite sœur, celle qui avait pourtant été là pour maman pendant ces dernières années, celle qui avait géré son quotidien quand Victoria, trop occupée par ses affaires et son monde brillant, ne daignait appeler que pour s'assurer que maman n'avait pas modifié ses dispositions. Mais ce était pas mon dévouement qui comptait, était le document signé, le papier froid. Maître Dubois continua, sa voix décrivant ensuite la part qui m'en était réservée, le legs symbolique. Quant à Madame Élise Fournier, la défunte lui a légué le petit bureau familial en acajou, et une somme symbolique de 10 000 €, en reconnaissance de son aide précieuse et désintéressée durant sa maladie. 10 000 €. Pour des années de soutien, d'amour, de nuits passées à son chevet. Le bureau en acajou, un meuble que Victoria avait toujours détesté et relégué dans un coin sombre de la maison. Était une insulte enveloppée dans une reconnaissance superficielle. Était la preuve que maman, dans un état de grande fragilité, avait été complètement influencée par les machinations incessantes de Victoria. Le silence retomba, plus pesant qu'avant. Victoria laissa échapper un soupir de fausse modestie, bien que ses yeux étincellent d'un triomphe pur, presque bestial. Elle se pencha légèrement vers la table, ses bijoux cliquetant doucement, attirant tous les regards. Mon cœur, lui, battait à un rythme fou, prêt à exploser sous la pression de l'injustice. Je devais encaisser, encore une fois. Victoria se tourna alors vers moi, un geste lent et délibéré, s'assurant que tous les membres de la famille présents observaient la scène, conscients du fossé financier et social qui nous séparait désormais. Elle ne pouvait pas se contenter de la victoire. Elle avait besoin de mon effondrement public pour la savourer pleinement. « Élise » commença-t-elle, sa voix douce et mielleuse, mais portant une note de pitié exaspérante. « Je te remercie d'avoir été là pour maman, vraiment. » Elle marqua une pause, et le ton de sa voix changea brusquement, se durcissant, devenant coupant comme du verre. « Mais soyons honnêtes, chérie. Maître Dubois, vous avez bien fait de souligner que j'héritais de la gestion des actifs. Le portefeuille d'actions de maman est complexe. Il faut de la poigne, de la stratégie. De l'acuité financière, en somme. » Elle fit semblant de me considérer de la tête aux pieds, un regard rempli d'un mépris si ancien qu'il était devenu une seconde nature pour elle. Ses lèvres fines se retroussèrent. Élise n'aurait jamais pu gérer ça. Elle n'a jamais su gérer grand-chose dans sa vie d'ailleurs. Regardez-la, elle a toujours été la plus négligente. Elle se pencha encore plus près, baissant le ton juste assez pour que seuls les proches puissent entendre, mais assez fort pour que l'humiliation soit collective. Elle me frappa alors, non pas physiquement, mais avec une violence verbale qui me coupa le souffle. Soyons clairs, Élise, tu n'aurais fait que gaspiller ce patrimoine, le réduire à néant en moins d'1 an. Maman l'a compris. Elle ne pouvait pas laisser ses efforts entre les mains d'une ratée. Le mot interdit, le mot qui résumait des années de jugement dédaigneux lancés au détour d'un repas familial, cette étiquette qu'elle m'avait collée depuis l'adolescence. Ratée. Devant la famille, devant le notaire, devant le monde.
Elle m'a humiliée publiquement. Un silence total s'abattit sur la salle. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Et mes yeux se sont remplis de larmes de rage. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. J'ai fixé Victoria. Mon visage probablement livide. Les membres de la famille, gênés, regardaient leurs chaussures ou le plafond, incapables de soutenir l'intensité de cette cruauté assumée. Victoria savourait l'instant. Elle se redressa, lissa la jupe de son tailleur, son air disant « Voilà, la vérité est dite. Passons maintenant à la signature. » La douleur était vive, mais étrangement elle n'était pas dévastatrice. Elle était différente cette fois. Les humiliations passées m'avaient vidé de ma substance. Celle-ci, au contraire, m'a rempli d'une résolution froide et dure, d'une force que je ne me connaissais pas. Chaque mot de mépris qu'elle venait de prononcer était un clou supplémentaire dans son propre cercueil que j'avais préparé en secret depuis si longtemps. Pendant que Maître Dubois reprenait la parole pour détailler les procédures de signature, je revoyais le moment exact, quelques mois plus tôt, où j'avais fait la découverte qui avait transformé ma vie et ma souffrance en une arme implacable. Victoria ne le savait pas, bien sûr. Elle croyait que ses manœuvres étaient invisibles, que sa manipulation de maman, affaiblie par la maladie et la solitude, était passée inaperçue. Elle croyait que j'ai été trop stupide, trop ratée, pour comprendre la complexité de son piège. Mais j'avais l'enregistrement audio. Un simple fichier stocké sur mon téléphone, fruit d'un hasard, ou peut-être de la providence. Le son qui prouvait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle n'avait pas seulement profité de maman, mais qu'elle avait activement menacé et fait chanter notre mère pour qu'elle modifie le testament en sa faveur exclusive. J'avais gardé cette preuve secrète pendant toutes ces années d'attente, d'abord par peur, puis par stratégie. J'avais patiemment attendu le jour où son triomphe serait le plus éclatant, le plus public. Le notaire présenta les documents à Victoria. Elle prit le stylo, un Mont Blanc d'une épaisseur démesurée, le même modèle qu'elle utilisait pour signer ses contrats mirobolants, et s'apprêta à paraffer la dernière page, celle qui officialisait son couronnement et mon éviction définitive. Ce geste, cette signature, devait marquer la fin de mon existence aux yeux de la famille. Était l'ultime humiliation. À cet instant précis, au moment où la pointe du stylo allait toucher le papier, j'ai agi. J'ai senti l'adrénaline se déverser dans mes veines, balayant toute trace de peur ou de timidité. Je me suis levée, lentement, mon corps tremblant légèrement, mais ma voix, étonnamment, était claire et ferme. Toute l'attention, qui était focalisée sur Victoria et sa signature, s'est tournée vers moi, interrompue par mon mouvement inattendu. Arrêtez, ai-je dit un seul mot, mais il résonna dans le silence comme un coup de feu. Victoria leva les yeux, irritée par l'interruption, le stylo suspendu au-dessus du document. Maître Dubois me regarda, interloqué. L'assemblée était figée. Mon cousin Laurent, à ma gauche, murmura un. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» angoissée. J'ai ignoré tout le monde sauf Victoria. Elle avait un éclair de supériorité dans les yeux, comme si elle s'attendait à ce que je pleure, à ce que je quémande, ou que je fasse une scène pathétique. « Quoi donc, Élise ?» demanda Victoria, avec un sourire condescendant. « Tu as changé d'avis ? Tu veux vraiment le bureau en acajou ? Je peux te laisser la lampe aussi. » Le sarcasme dégoulinait de ses paroles. « Je ne veux pas de tes restes, Victoria, » ai-je répondu, ma voix gagnant en assurance. « Je ne suis pas là pour négocier un meuble démodé. Je suis là pour révéler la vérité. » Victoria fronça les sourcils. Son sourire vacilla, remplacé par une expression de surprise méfiante. Elle ne comprenait pas, mais elle sentait que le contrôle lui échappait, ne serait-ce que pour un instant. « Il y a des choses que maman n'a pas pu écrire dans ce testament, » ai-je continué, m'avançant de quelques pas vers la table, me plaçant juste derrière le notaire. « Des choses que tu as manipulées. Des choses que tu as volées. » La salle est devenue silencieuse d'une manière absolue, un silence si lourd qu'il paraissait presque palpable. Maître Dubois, sentant le drame prendre une tournure judiciaire, se redressa, prêt à intervenir. « Élise, si vous avez des objections légales, vous devez les présenter par écrit à mon cabinet, » protesta le notaire, sa voix empreinte de formalité. « Non, Maître Dubois, dis-je, sortant mon téléphone de la poche intérieure de mon tailleur. Ce n'est pas une objection légale, c'est une preuve que j'ai gardée en secret pendant tout ce temps. » J'ai regardé Victoria droit dans les yeux. Le doute et, pour la première fois, une trace de véritable panique, commençait à se dessiner sur son visage. Elle comprit intuitivement que ce N était pas un simple coup de bluff. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Élise. Tu es ridicule, » siffla-t-elle, essayant de retrouver son assurance en m'insultant encore une fois. J'ai ignoré son mépris final, et j'ai branché mon téléphone sur la petite enceinte Bluetooth, que j'avais discrètement glissée dans mon sac, et que j'avais placée sous la table basse près de mon siège. J'avais tout préparé. Le temps de la souffrance silencieuse était terminé. J'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement audio que j'avais conservé religieusement, la confession de Victoria, a rempli soudainement l'espace. Le son de la voix de Victoria, clair, impérieux, mais surtout menaçant, résonna dans le cabinet. Était une conversation qu'elle avait eue avec maman, sans savoir que maman avait accidentellement laissé son dictaphone allumé.
Je t'ai dit, maman. Si tu ne changes pas ces clauses avant la fin de la semaine, je vais révéler l'histoire du prêt non déclaré de papa, celui qui pourrait te mettre en prison. Tu feras exactement ce que je te dis, ou tu perds tout, compris? Et Élise n'aura rien. Elle est trop ratée pour mériter cet argent. C'est moi, la seule héritière légitime. Maintenant, signe ce papier. La voix de maman, faible, hésitante, se fit entendre ensuite, pleine de peur. Victoria, je t'en prie, ne fais pas ça. De je vais signer. Le je vais signer, de lit. Mais dis-moi que tu t'occuperas d'Élise. De lit. Puis, le rire froid et sec de Victoria, un son que je ne pourrai jamais oublier. M'occuper d'Adélise? Bien sûr. Je m'occuperai de m'assurer qu'elle reste à sa place. L'enregistrement était brutal, sans ambiguïté. Il prouvait l'extorsion, la menace, la manipulation. Il prouvait que le testament N était pas la volonté de maman, mais l'exécution d'un chantage ignoble. J'ai coupé l'audio. Elle, écho des mots de Victoria, flottait toujours dans l'air, détruisant des années de façade. Maître Dubois était pétrifié, le visage blanc comme un linge. Les membres de la famille poussaient des exclamations étouffées, réalisant l'ampleur de la trahison. Mais c'est Victoria qui était la plus frappée. Elle ne regardait plus le notaire, ni la famille. Ses yeux étaient fixés sur moi, son expression se transformant d'une arrogance triomphante à une horreur absolue. Au moment où elle a compris que j'avais la preuve, ce jour-là tout a changé. Le stylo qu'elle tenait s'est échappé de ses doigts engourdis et a roulé sur la table en acajou, marquant la fin de son règne. Au moment où elle a compris que j'avais la preuve, ce jour-là tout a changé. Le stylo qu'elle tenait s'est échappé de ses doigts engourdis et a roulé sur la table en acajou, marquant la fin de son règne. Le son du Mont Blanc, heurtant le bois poli de la table, fut un bruit étonnamment minuscule. Mais dans ce silence de mort, il résonna comme la chute d'un empire. Ce bruit insignifiant est devenu pour moi la plus belle musique. Victoria resta figée, son corps rigidifié par l'adrénaline gelée de l'horreur. Le rose saumonné de son ensemble Chanel, choisi pour sa lumière triomphale, semblait soudainement terne, presque moisi. Son visage, si souvent un masque de supériorité impénétrable, était une toile de déroute. Ses yeux, d'abord dilatés par l'incrédulité, se plissèrent ensuite sous l'effet d'une rage impuissante, une fureur qui n'osait pas s'exprimer. Elle ne pouvait plus m'insulter. Elle ne pouvait plus me dominer. La vérité, brute et acoustique, l'avait déshabillée devant toute l'assemblée. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé l'atmosphère épaissir, saturée du parfum entêtant de Victoria. Un sillage coûteux qui, maintenant, sentait la défaite et la panique. J'ai savouré l'instant où chaque membre de la famille, qui m'avait ignoré, méprisé ou simplement regardé avec pitié, comprenait que la prétendue ratée avait démasqué l'héritière légitime en tant que criminelle. Les regards ne cherchaient plus mes chaussures, mais s'attardaient sur le visage livide de Victoria, où la suffisance avait cédé la place à une peur glaciale et incontrôlable. Maître Dubois fut le premier à retrouver une parcelle de son sang-froid professionnel. Il se redressa brusquement, ajustant ses lunettes d'une main tremblante. Son visage était toujours d'une pâleur cadavérique, mais il cherchait désespérément à rétablir l'ordre. « Madame Fournier, dit-il, sa voix tremblante d'une confusion mêlée de panique légale. Ce document, cet enregistrement, Ostistor. Si ce que nous venons d'entendre est avéré, il s'agit d'une preuve d'extorsion et de captation d'héritage. L'acte, c'est tremblant d'une concile. L'acte est potentiellement nul. » Le mot nul résonna dans la pièce. Victoria émit un son faible, à mi-chemin entre un halètement et un petit cri étouffé, et elle porta une main tremblante. Le mot raté résonnait encore dans l'atmosphère confinée, un sifflement aigu qui ne cherchait pas l'oreille de la famille, mais qui était destiné à s'enfoncer comme un poignard rouillé dans la cicatrice la plus profonde de mon cœur. Victoria n'avait même pas pris la peine de murmurer, assurée que personne n'oserait la contredire, ni même remarquer la cruauté ordinaire qu'elle exerçait sur moi depuis toujours. Tandis que je restais figé, les yeux baissés, observant la poussière danser dans le rayon de soleil qui filtrait par la haute fenêtre du cabinet, une vague d'amertume familière m'a submergé, m'entraînant dans le tourbillon de toutes ces années de mépris silencieux. Ce mépris était pas né avec la lecture du testament, il était la toile de fond de toute mon existence. Depuis notre enfance, Victoria avait cultivé l'image de l'enfant prodige. Belle, intelligente, réussissant tout ce qu'elle entreprenait, même si la réalité était souvent arrangée. À côté était l'ombre, l'enfant discrète, celle qu'on oubliait dans le salon, celle dont les réussites scolaires étaient accueillies par un haussement d'épaule de maman, toujours trop occupée à admirer la dernière acquisition ou la dernière aventure de Victoria. Maman, malheureusement, avait une faiblesse pour l'éclat, pour ce qui brillait, et Victoria avait su exploiter cela avec une précision chirurgicale. La véritable spoliation n'avait pas commencé à la mort de maman, mais bien plus tôt, lorsque la maladie avait commencé à la rattraper. Victoria était présentée comme la seule protectrice, la seule digne d'hériter de l'amour et des biens. Elle avait méthodiquement coupé les liens entre maman et moi, insistant sur le fait que était trop sensible, trop instable, pour gérer les préoccupations d'une femme malade. Chaque appel que je passais trouvait Victoria au bout du fil, me renvoyant des miettes d'informations, me faisant sentir comme une intruse dans la vie de ma propre mère. C'est ainsi qu'elle a tissé sa toile, lentement,
avec la patience d'un prédateur, sachant que sa proie s'affaiblit. Je savais qu'elle manipulait maman, qu'elle la gavait d'histoires alarmantes sur ma situation financière prétendument désastreuse, ou sur mon incapacité à gérer un patrimoine. Je l'avais vue jeter un voile d'ombre sur toutes mes actions, transformant ma discrétion en faiblesse et ma réserve en signe de ratage. Mais tant que maman était vivante, je ne pouvais rien prouver. Et maman, dans sa fragilité croissante, ne voyait plus rien au-delà de l'aile, éclat trompeur de sa fille aînée. Elle buvait les paroles de Victoria comme de l'eau fraîche, s'appuyant sur cette force feinte qu'elle croyait trouver en elle. C'est dans les 6 derniers mois de la vie de maman que Victoria est devenue imprudente, confiante dans son succès imminent. Elle avait déjà réussi à faire modifier le testament une première fois, réduisant ma part à une misérable rente que Maître Dubois avait déjà lue. Mais elle visait le contrôle total, le pouvoir absolu sur la propriété familiale et les investissements. Elle se croyait intouchable. C'est à ce moment précis, 6 mois avant le départ de maman, que j'ai trouvé la faille. Un soir, je suis allée rendre visite à maman sans prévenir. Victoria était là, mais elle était sortie faire une course, me laissant seule avec ma mère, alitée, le souffle court. Maman, dans un moment de lucidité teintée de confusion due aux médicaments, a murmuré son regret. Je ne sais plus, Élise. Victoria insiste tant. Elle dit que si tu as tout cet argent, tu le gaspillerais. Mais c'est ma faute, je devrais être plus forte. Cette confession, aussi éphémère fût-elle, était la preuve de la pression constante qu'elle subissait. Le lendemain, je suis revenue. J'avais acheté un micro-enregistreur minuscule, de la taille d'une pièce de monnaie, le genre que l'on voit dans les films d'espionnage. Était la seule manière d'obtenir la vérité, de dénuder le mensonge au grand jour. Je l'ai dissimulé dans un pot de fleurs sur la table de chevet de maman, juste avant l'heure où Victoria venait gérer les affaires. Je savais que Sim était risqué, mais après des années de larmes essuyées en silence, je ne pouvais plus reculer. Je devais la piéger. L'enregistrement a duré 40 minutes. 40 minutes d'horreur concentrée. J'ai entendu la voix mielleuse de Victoria se durcir, ses arguments se faire menaçants. Elle y dictait mot pour mot les clauses du testament révisé, insistant sur le fait que la maison de campagne, l'objet principal du litige et le lieu de tous mes souvenirs d'enfance, devait lui revenir intégralement. J'ai entendu Victoria promettre à maman des soins éternels en échange de cette cession, la manipulant avec une fausse affection et une violence psychologique à peine voilée. « C'est pour ton bien, maman », disait Victoria d'une voix faussement douce, puis plus forte, presque exigeante. « Tu dois signer ces papiers maintenant, Élise n'a besoin de rien. Elle s'est toujours contentée de peu. Laisse-moi régler ça, tu seras tranquille. » J'entendais maman halter, sa voix faible, presque inaudible, acceptant finalement, épuisée par la résistance. « D'accord, Victoria, fais ce que tu penses être juste. » Cet enregistrement, je l'avais gardé religieusement, gravé sur une minuscule clé USB qui ne me quittait plus. Il était ma bouée de sauvetage et mon arme secrète. Pendant les 6 mois qui ont suivi la mort de maman, j'ai continué à jouer mon rôle de ratée silencieuse, laissant Victoria s'empâter dans sa certitude de la victoire. Chaque fois qu'elle m'adressait une pique, chaque fois qu'elle me regardait avec ce sourire supérieur, je ne voyais pas son visage, mais le petit appareil noir qui détenait sa destruction. Et maintenant, nous y étions. Maître Dubois, d'un geste professionnel et mécanique, a repoussé le dossier vide, et a fait glisser vers Victoria la liasse de documents de transfert finaux. Ces feuilles représentaient l'officialisation de l'injustice, la légalisation du vol. L'air s'est épaissi, le silence est devenu palpable, lourd de l'attente générale. Madame Victoria Dubois, a commencé Maître Dubois, utilisant son nom de femme mariée. Elle avait épousé un cousin éloigné, un détail qu'elle utilisait souvent pour souligner son statut social. Si vous voulez bien apposer votre signature sur ces documents, nous pourrons finaliser le transfert de propriété de la résidence principale et des actifs mentionnés dans le codicille de mars dernier. Victoria a redressé ses épaules, un mouvement théâtral qui voulait signifier « Regardez-moi, je suis la légitime héritière ». Elle a sorti de son sac Hermès un stylo Montblanc lourd et doré, un objet ostentatoire qu'elle utilisait même pour signer des reçus de carte bleue. Ses yeux ont croisé les miens, une dernière fois, et dans ce regard il n'y avait plus de mépris, mais une indifférence triomphante. Elle s'apprêtait à me rayer de l'histoire familiale. Un sourire béat s'est étalé sur ses lèvres peintes en rouge carmin. Elle a posé la pointe de son stylo sur la ligne pointillée, son corps s'inclinant légèrement au-dessus du papier, prête à apposer cette signature qui allait sceller mon humiliation pour toujours. Le petit bruit du capuchon de stylo qui cliquette contre le bois de la table résonnait comme un coup de feu dans le silence tendu. À cet instant précis, un flash de détermination a traversé le brouillard de mes années de douleur. Ce N était pas seulement l'héritage qui m'échappait, était la reconnaissance de mon existence, la preuve que je était pas la ratée qu'elle avait inventée. Si je la laissais signer, il n'y aurait plus de retour en arrière. Victoria gagnerait. Et la vérité serait enterrée avec maman. Mon cœur a frappé contre mes côtes, un tambour effréné. La petite clé USB, que j'avais cachée dans la paume de ma main depuis que était entrée dans cette pièce, je l'ai serrée si fort que mes ongles ont marqué ma peau. J'ai senti une force nouvelle monter en moi, une colère froide et pure qui, était pas destructrice,
mais libératrice. Mon corps, habituellement recroquevillé sur lui-même, s'est redressé. J'ai pris une profonde inspiration. Et au moment où Victoria allait appliquer la pression nécessaire pour marquer le papier de son nom, je me suis levée, lentement, mes genoux tremblant légèrement sous le poids de l'enjeu. Le mouvement a été minime, mais suffisant pour briser le silence monacal. Tous les regards, ceux de Maître Dubois, des tantes assises nerveusement sur le canapé, et surtout celui de Victoria, qui venait de suspendre son geste, se sont braqués sur moi. Victoria a levé la tête, l'agacement non dissimulé. Son visage était une caricature de la patience forcée. « Élise, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une fausse douceur qui ne masquait pas l'impatience, nous sommes en train de travailler. Assieds-toi. » Maître Dubois m'a regardé avec une légère réprobation. J'ai ignoré les deux. « Non, Victoria, » ai-je répondu, ma voix, à ma propre surprise, était claire et ferme, sans aucune des faiblesses qu'elle m'attribuait. « Nous ne pouvons pas signer ces documents. » Victoria a explosé en un rire bref et sec, un son horrible et aigu qui a percé la pièce. « Ne fais pas ta scène, Élise. Tu as eu ta part symbolique, cesse être jalouse. C'est fini. » J'ai fait un pas en avant, m'approchant du grand bureau de chêne. La clé USB brillait légèrement dans ma main. « Ce n'est pas une question de jalousie, Victoria. » ai-je insisté, sentant le sang pulser dans mes tempes. C'est une question de vérité. Et de vol. Le silence est revenu, mais cette fois il était lourd de stupéfaction. La famille s'est figée. Victoria a senti que le scénario lui échappait. Et son expression est passée de l'amusement au danger. « Comment oses-tu » a-t-elle murmuré, ses yeux se rétrécissant comme ceux d'un serpent. « Tu vas payer pour cette insulte. » J'ai ignoré sa menace. Mon regard était fixé sur Maître Dubois. « Maître, j'ai une preuve. Une preuve que ma sœur a manipulé maman pendant ces derniers mois pour la forcer à modifier le testament en sa faveur. » Maître Dubois, très professionnel, mais visiblement déstabilisé par cette tournure inattendue des événements, a ajusté ses lunettes. « Mademoiselle Élise, de quelle preuve parlez-vous ? Ces documents sont légaux et signés par votre mère. » Signé sous la contrainte et la manipulation, ai-je coupé. J'ai un enregistrement audio qui prouve que Victoria a dicté les termes du codicille, et qu'elle a profité de la faiblesse de maman pour la spolier. J'ai tendu la main vers l'ordinateur portable de Maître Dubois, qui était ouvert sur un coin de son bureau. Victoria a bondi. Le visage déformé par une panique soudaine, réalisant que je haine, était pas venu les mains vides. « Ne la laissez pas faire ça, Maître Dubois. C'est une calomnie. Elle a toujours été folle et jalouse. » a-t-elle crié, sa voix se brisant légèrement. Elle tentait de me bloquer le passage. Mais Jay était déjà à côté de l'ordinateur. Avec une rapidité que ma sœur n'avait jamais cru possible de la part de la ratée, j'ai inséré la clé USB dans le port. Le petit clic métallique a résonné dans le silence horrifié de la salle. Je n'avais plus peur. Après toutes ces années de soumission, Jay était enfin en train de prendre ma revanche. Non par méchanceté mais par nécessité de justice. Le moment de vérité était arrivé. J'ai trouvé le fichier, nommé sobrement Vérité Yo, et j'ai cliqué sur Jouer. Je n'avais pas besoin de projeter une vidéo, le son seul suffirait à détruire son château de cartes. J'ai augmenté le volume au maximum. Avec une rapidité que ma sœur n'avait jamais cru possible de la part de la ratée, j'ai inséré la clé USB dans le port. Le petit clic métallique a résonné dans le silence horrifié de la salle. Un bruit sec, incongru, presque violent dans cet environnement feutré. Je n'avais plus peur. Après toutes ces années de soumission, Jara était enfin en train de prendre ma revanche. Non par méchanceté, mais par nécessité de justice, de rétablissement de la vérité. J'ai senti l'odeur forte et coûteuse du parfum de Victoria. Un mélange d'ambre et d'agrumes, alors qu'elle se précipitait vers le bureau, les mains tendues comme des serres pour arracher le périphérique, pour stopper l'inévitable. Elle était si proche, que je pouvais voir la mince couche de sueur qui perlait au-dessus de sa lèvre supérieure, le rouge carmin de son rouge à lèvres bavant légèrement. Elle, était plus la déesse triomphante, mais une prédatrice acculée. « Non, tu n'as pas le droit !» haletait-elle, sa voix dénuée de toute élégance, réduite à un grognement primal. Elle essayait de faire rempart de son corps, ce même corps qu'elle avait toujours exhibé comme un trophée. Maître Dubois, finalement tiré de sa sidération, s'est levé d'un bond, faisant grincer son fauteuil de cuir. « Madame Dubois, Mademoiselle Élise, veuillez vous calmer. C'est une procédure légale. Ce bureau n'est pas le lieu d'une querelle domestique. » Il tentait de jouer l'arbitre, mais il était trop tard. Mon regard était rivé sur l'écran. J'ai trouvé le fichier, nommé sobrement « Vérité I », et j'ai cliqué sur « Jouer ». La petite barre verte a commencé à défiler. Je n'avais pas besoin de projeter une vidéo, le son seul suffirait à détruire son château de cartes. J'ai augmenté le volume au maximum, faisant fi des protestations muettes de Maître Dubois, qui, malgré sa panique professionnelle, ne pouvait se résoudre à intervenir physiquement. Un bref sifflement de statique, le bruit d'une porte qui se ferme doucement, et puis, le silence, amplifié par les haut-parleurs de l'ordinateur portable. La tension dans la pièce s'est accrue, au point de devenir insoutenable. Les tantes, qui jusque-là n'avaient été que des spectatrices embarrassées, se penchaient en avant, les mains jointes sur leurs genoux, leur visage marqué par l'appréhension. Puis, la voix, celle de Victoria.
mielleuse et pleine d'une affection feinte, mais avec un ton sous-jacent de contrôle qui, entendu ainsi, était glaçant. Bien sûr que c'est pour ton bien, maman. Réfléchis un instant. Élise n'a aucune notion des affaires, elle est trop rêveuse. Elle gaspillerait l'héritage. Et la maison. Et, ce serait un désastre. Tu ne veux pas que la maison de famille devienne une ruine, n'est-ce pas? La voix enregistrée de Victoria résonnait dans le silence, chaque mot portant le poids d'une trahison méthodique. Un faible murmure, à peine audible, mais poignant. Mais elle a toujours aimé cette maison, Victoria, c'est la seule chose qu'elle n'a jamais réclamée. Était maman. Sa voix était éteinte, usée par la maladie et la morphine, mais il y avait une note de supplication déchirante qui perçait la clarté du son. Entendre cette fragilité, cette dernière tentative de résistance de ma mère, m'a transpercée. Mais la douleur était vite recouverte par la détermination. Victoria s'est pétrifiée à côté de moi. Son teint a viré au gris cireux, et l'horreur s'est installée dans ses yeux, remplaçant la panique. Elle n'avait jamais envisagé que je puisse agir, que l'ombre puisse se défendre. Elle comprenait que le son était sans ambiguïté. L'enregistrement a continué, dévoilant la machine de guerre psychologique qu'elle avait déployée. Élise est faible, maman. Elle le sera toujours. Et elle est déjà endettée. Elle va avoir besoin d'argent, mais nous lui donnerons une rente, elle sera plus en sécurité. Mais si tu lui laisses la propriété, elle va la vendre à des étrangers pour éponger ses dettes stupides. C'est ta responsabilité de la protéger d'elle-même. Et la mienne de protéger ton patrimoine. Puis, le ton a changé. Le miel a disparu, remplacé par une impatience tranchante, presque militaire. Maintenant nous allons relire le codicille. Page 3, paragraphe C. Tu dois clairement indiquer que tu m'accordes la pleine gestion et l'usufruit de la propriété de campagne. Regarde-moi, maman. Ne t'endors pas. Tu dois être cohérente. On entendait le froissement du papier, puis un long soupir de maman, qui ressemblait à un sanglot retenu. Je ne sais pas si c'est ce que papa aurait voulu. Papa est mort, maman, a rétorqué Victoria, le volume de sa voix ayant monté d'un cran. La brutalité était nue, exposée à tous. C'est maintenant qui compte. Si tu ne fais pas ça, Élise va ruiner ce que tu as construit. Tu es responsable. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi ces derniers mois. Tu me dois ça. Le mot raté résonnait encore dans l'atmosphère confinée. Un sifflement aigu qui ne cherchait pas l'oreille de la famille, mais qui était destiné à s'enfoncer comme un poignard rouillé dans la cicatrice la plus profonde de mon cœur. Victoria n'avait même pas pris la peine de murmurer, assurée que personne n'oserait la contredire, ni même remarquer la cruauté ordinaire qu'elle exerçait sur moi depuis toujours. Tandis que je restais figé, les yeux baissés, observant la poussière danser dans la lumière rasante de l'après-midi, une force froide et inattendue s'est mise à monter en moi. Ce haine était plus la peur ou la tristesse. Était la certitude tranquille qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade, non pas pour venger l'insulte que je venais d'encaisser, mais pour honorer enfin la vérité de maman. Maître Dubois, inconscient de la micro-agression qui venait de se dérouler, éclaircissait la gorge, ajustant ses lunettes sur son nez aquilin. Il désignait la ligne de signature sur le dernier feuillet du volumineux testament. Victoria, si vous voulez bien. Nous pouvons clore ce chapitre. Le bruit du stylo de luxe que Victoria sortait de son sac en cuir noir était le seul son audible. Un claquement sec qui résonnait comme le coup de marteau final sur mon cercueil social. Elle avançait sa main, son visage arborant, cette expression de triomphe hautain qu'elle réservait au moment où elle écrasait une mouche insignifiante. C'est à cet instant précis, à la milliseconde où la pointe dorée du stylo était sur le point de toucher le papier, que je me suis mise en mouvement. Mon corps habituellement raide et hésitant, se déplaçait avec une fluidité que je ne lui connaissais pas. Mes pas étaient mesurés, incroyablement silencieux sur le parquet ancien, et la famille, hypnotisée par la gloire imminente de Victoria, ne me remarqua même pas. Je me suis dirigée vers le coin de la pièce, près de la cheminée où se trouvait une prise électrique isolée. Sous le châle de soie que j'avais jeté sur l'accoudoir du fauteuil, se trouvait dissimulé un petit boîtier noir, à peine plus grand que mon poing, équipé d'un minuscule haut-parleur, et d'une batterie déjà chargée. J'ai sorti le boîtier et, d'un geste délibéré, j'ai branché le projecteur audio. Je me suis redressée, mon regard rencontrant celui de Victoria, qui venait de lever les yeux, agacée par mon intrusion soudaine dans son moment de consécration. « Élise, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois bien que Maître Dubois attend !» cracha-t-elle, sa voix teintée d'une impatience glaciale. J'ai ignoré sa question, mes yeux parcourant la pièce pour m'assurer que tous les regards étaient fixés sur moi. Mon oncle Robert, ma tante Sylvie, même les cousins éloignés qui n'attendaient que la fin de cette lecture pour éclipser, se demandaient ce qui se passait. La tension était si forte que l'air semblait se raréfier. Je me suis tenue droite, ma voix portant pour la première fois avec une autorité que je n'avais jamais eue, ni même osé désirer. Avant que nous ne scellions cet accord, ai-je commencé, ma voix étonnamment ferme, sans la moindre trace du tremblement qui aurait trahi mes années de peur invisible. J'aimerais partager un dernier souvenir de maman avec vous tous. Un souvenir très personnel, enregistré l'automne dernier, juste avant qu'elle ne s'y éteigne. Victoria fronça les sourcils, son stylo suspendu au-dessus du document, l'arrogance se muant lentement en confusion. Quel souvenir, Élise ? Laisse maman reposer en paix. Elle essayait de reprendre le contrôle de la narration,
mais elle était déjà trop tard. J'ai pressé le bouton de lecture. Un léger grésillement électronique, si bref qu'il fut à peine perceptible, précéda l'onde de choc sonore. Le petit boîtier noir, amplifiant au maximum, a projeté dans la salle la voix de maman. C était une voix faible, hésitante, marquée par la maladie, mais reconnaissable entre toutes. Maman, sur l'enregistrement, faible et confuse. Victoria, je ne comprends pas pourquoi il faut tout changer maintenant. Je pensais qu'Élise, elle aurait besoin de la maison. Le son se répercutait sur les murs lambrissés, remplissant l'espace avec une intimité déchirante. La salle est devenue silencieuse d'un coup. Un silence si lourd et si absolu que l'on pouvait entendre le sifflement de l'ancienne horloge dans le couloir voisin, qui battait les secondes de la révélation. La famille était figée. Mon oncle Robert a laissé tomber sa tasse de café sur la soucoupe, le bruit sourd étant vite absorbé par le silence général. Victoria, quant à elle, était pétrifiée, le sang se retirant de son visage à la vitesse de la lumière. Elle avait reconnu la voix de maman, et elle comprenait, avant même que le reste de l'enregistrement ne le confirme, l'horreur de ce que je tenais entre mes mains. L'enregistrement continuait, et ce était maintenant la voix de Victoria qui remplissait la salle. Elle était froide, clinique, dénuée de toute chaleur, et terriblement persuasive, utilisant ce ton de faux réconfort qu'elle employait toujours pour masquer sa cruauté. Victoria, sur l'enregistrement, voix basse et insistante. « Mais maman, réfléchis. Élise n'a jamais su gérer l'argent. Elle n'a même pas pu garder son dernier emploi. Elle est, comment dire, instable. Tu ne voudrais pas qu'elle dilapide tout l'héritage de papa, n'est-ce pas? La maison de famille doit être protégée, maman. Je suis la seule à pouvoir la gérer correctement. » Élise est une ratée. Elle l'a toujours été. Elle est incapable d'assumer une telle responsabilité financière. Le même mot qu'elle avait craché quelques minutes auparavant, résonnait maintenant, arraché au contexte privé d'une manipulation secrète. Elle, écho de raté, était cette fois-ci une déflagration. La famille se tournait vers Victoria, le choc et l'incrédulité gravés sur chaque visage. Ma tante Sylvie, qui avait toujours vénéré Victoria, comme le modèle de la réussite, portait une main tremblante à sa bouche. Maman, sur l'enregistrement, implorante, mais le notaire avait dit que C était pour nous deux. Ton père voulait qu'on s'occupe d'Élise. Victoria, sur l'enregistrement, avec un soupir exaspéré, papa était sentimental, maman. Il ne voyait pas la réalité. Si tu veux vraiment assurer mon avenir, et surtout l'avenir de ta maison, tu dois signer les nouveaux documents que Maître Dubois t'a envoyés. C'est la seule façon de la protéger d'Élise. Elle n'en a pas besoin, de toute façon, je m'occuperai d'elle, je lui donnerai juste assez pour ne pas qu'elle traîne dans les rues, mais l'essentiel, l'immobilier, ça doit me revenir. L'enregistrement se terminait par le bruit d'un papier glissant et un sanglot étouffé de maman, avant un silence de bande. La projection de la vérité était éteinte, laissant derrière elle un vide assourdissant, un silence encore plus écrasant que celui qui l'avait précédé. Le silence total régnait, brisé uniquement par le cliquetis du stylo de Victoria, qui venait de lui échapper des doigts pour rouler lamentablement sur le tapis persan. Victoria était livide. Toute sa magnificence, tout son triomphe, béas, était effondré. Ses yeux, habituellement perçants et moqueurs, étaient maintenant larges et remplis d'une panique noire. Elle ressemblait à un animal pris au piège des phares d'une voiture. Totalement démuni. Maître Dubois, qui était resté debout les mains posées sur les documents qui n'allaient jamais être signés, était le premier à réagir. Son professionnalisme ne masquait pas l'horreur qu'il lisait dans ses yeux. Il comprenait l'implication légale et morale de ce qu'il venait d'entendre. Non seulement Victoria avait volé Élise, mais elle avait cyniquement manipulé leur mère malade pour changer le testament en sa faveur. « Madame Victoria, » dit Maître Dubois, sa voix grave et mesurée, « je dois vous demander si cet enregistrement est authentique. » Victoria ne pouvait plus parler. Elle ouvrait et fermait la bouche, cherchant désespérément un mensonge, une pirouette pour nier l'irréfutable, mais la preuve était là, sa propre voix, froide et calculatrice, résonnant encore dans l'air. L'instant où elle a compris que sa vie, son image impeccable, sa victoire usurpée, venait de s'écrouler devant toute la famille, fut le moment le plus satisfaisant, le plus juste, de ma vie. Elle avait été démolie publiquement par sa propre duplicité. Je me suis avancée, récupérant le boîtier audio, et j'ai regardé Victoria droit dans les yeux, pour la première fois sans aucune peur. La douleur accumulée pendant toutes ces années de mépris invisible avait disparu, remplacée par une force inébranlable. L'authenticité est irréfutable, Maître Dubois. J'ai gardé cet enregistrement en secret, patiente. Maman a laissé son téléphone allumé par accident ce jour-là. Ce fut son couronnement, Victoria. Mais c'est aussi ta chute. Victoria a poussé un petit cri étranglé, une expression de rage et de terreur se disputant la suprématie sur son visage. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise. « C'est un montage! C'est de la diffamation! Tu as toujours été jalouse !» Sa voix était hystérique, brisée, à l'opposé de la maîtrise qu'elle affichait il y a quelques minutes. Je n'ai même pas pris la peine de répondre à son accusation désespérée. La famille, qui venait d'assister à son effondrement spectaculaire, savait la vérité. Leur regard haine était plus tourné vers moi, la ratée, mais vers Victoria, l'usurpatrice, exposée et démasquée. Maître Dubois
a écarté les documents de la signature. Dans ces circonstances, et compte tenu des preuves de manipulation et de coercition, la signature est suspendue. Nous allons devoir ouvrir une enquête sur la validité de ce testament. Élise, je vous demande de me fournir une copie de cet enregistrement immédiatement. Ce jour-là, tout a changé. Je n'avais pas besoin de la richesse de maman pour retrouver ma valeur, mais j'avais besoin de la vérité. En révélant l'audio devant tous, j'ai non seulement sauvé l'héritage, mais j'ai surtout sauvé ma dignité, que Victoria Less était acharnée à détruire pendant des décennies. La pièce était encore silencieuse, mais ce N était plus le silence de l'humiliation, C était le silence de la justice enfin accomplie. Victoria est partie en trombe, claquant la porte, laissant derrière elle le chaos et son image détruite, et moi, Élise, je suis restée, enfin libérée, retrouvant ma voix dans la lumière crépusculaire de la salle. Je N était plus invisible. J était la gardienne de la vérité. Maître Dubois a écarté les documents de la signature. Dans ces circonstances, et compte tenu des preuves de manipulation et de coercition, la signature est suspendue. Nous allons devoir ouvrir une enquête sur la validité de ce testament. Élise, je vous demande de me fournir une copie de cet enregistrement immédiatement. Ce jour-là, tout a changé. Je n'avais pas besoin de la richesse de maman pour retrouver ma valeur, mais j'avais besoin de la vérité. En révélant l'audio devant tous, j'ai non seulement sauvé l'héritage, mais j'ai surtout sauvé ma dignité, que Victoria Less était acharnée à détruire pendant des décennies. La pièce était encore silencieuse, mais ce N était plus le silence de l'humiliation, C était le silence de la justice enfin accomplie. Victoria est partie en trombe, claquant la porte, laissant derrière elle le chaos et son image détruite, et moi, Élise, je suis restée, enfin libérée, retrouvant ma voix dans la lumière crépusculaire de la salle. Je N était plus invisible. J était la gardienne de la vérité. J'ai tendu le petit boîtier noir à Maître Dubois, le sentant incroyablement léger dans ma paume, comme si la lourde charge qu'il avait contenue venait d'être transférée à la conscience collective. Maître Dubois l'a pris avec une solennité quasi religieuse, ses doigts fins et professionnels examinant le dispositif avec une attention minutieuse. Il ne me regardait plus comme une parente insignifiante, mais comme le témoin clé d'un crime moral, la détentrice d'une preuve irréfutable. Son visage, habituellement impassible, trahissait une profonde perturbation. Le notaire, l'homme de la loi et de l'ordre, venait d'être confronté à la bassesse la plus crue, celle qui déchire le tissu familial pour de l'argent. Le silence qui était installé après le départ fracassant de Victoria N était pas un vide, mais une substance palpable, lourde comme le velours des rideaux anciens, imprégnée de l'odeur âcre de la trahison et du café renversé de Robert. Je pouvais sentir les regards peser sur moi. Des regards différents, chargés d'une nouvelle curiosité, d'une honte rétrospective, et pour certains, d'une peur froide. Ils n'observaient plus la brebis galeuse, mais la personne qui, seule, avait eu le courage de révéler la vérité et la force de détrôner l'idole familiale. Mon oncle Robert, toujours assis, se tenait la tête dans les mains, ses épaules secouées par un tremblement lent. Il avait toujours idolâtré Victoria, la considérant comme son héritière spirituelle, celle qui incarnait la réussite que lui n'avait jamais atteinte. Entendre l'enregistrement, Sitis était assisté à la démolition non seulement de sa nièce préférée, mais aussi de sa propre naïveté. Tante Sylvie, les yeux rougis, s'est redressée, fixant la porte par laquelle Victoria avait disparu. Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, son regard N était pas empreint de pitié condescendante, mais d'une reconnaissance timide et d'une gêne manifeste. Élise, je ne savais pas. Nous pensions qu'elle s'occupait de maman, qu'elle prenait les meilleures décisions. J'ai hoché la tête doucement, sans rancune, sans triomphe bruyant. Était inutile. Les mots de Victoria, le mot raté oui, résonnaient encore, mais ils avaient perdu leur venin. Ils étaient devenus la preuve de sa propre faiblesse, le symptôme de sa nécessité de me rabaisser pour élever. Je me suis approché de la fenêtre. Dehors, le soleil d'automne basculait, projetant de longues ombres obliques sur la pelouse impeccablement entretenue. Cette lumière n'avait plus rien de la douceur rassurante des après-midi d'enfance. Elle était celle du jugement. Pendant des années, j'avais vécu dans la pénombre de la comparaison constante. Victoria, la brillante, la professionnelle, la belle, la digne héritière. Et moi, l'ombre, la maladroite, la ratée, chour. Ce terme était devenu un filtre à travers lequel je percevais le monde, et à travers lequel le monde me renvoyait mon reflet. Il était le mur qui m'empêchait d'accéder à la lumière. Mais ce mur venait de s'effondrer. En air, écoutant me défendre, non pas par des cris ou des larmes, mais par une vérité implacable et objective, j'avais ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Ma main s'est posée sur le dossier du fauteuil de maman, le cuir usé et familier sous mes doigts. Maman avait voulu me protéger. Elle avait été manipulée au moment où elle était la plus vulnérable. Cet enregistrement N était pas seulement un acte de justice légale, était un acte de réparation filiale. Une manière de dire à ma mère, j'ai honoré ton intention initiale, maman. J'ai défendu ce que tu voulais vraiment. Maître Dubois a refermé le boîtier, le glissant dans sa mallette de cuir coûteux, un geste qui scellait le début d'une procédure. Élise,
Je reviendrai vers vous rapidement. Les implications sont sérieuses. Compte tenu du caractère coercitif de l'échange, nous avons d'excellentes raisons de contester l'amendement du testament, et de revenir aux dispositions initiales. Il a regardé la salle, où les cousins commençaient à se lever, chuchotant et évitant le regard de Robert et Sylvie. Je crois que cette réunion est ajournée. L'exode fut rapide, silencieux et embarrassé. Les gens partaient comme si la maison était soudainement devenue toxique, les âmes contaminées par le venin que Victoria y avait injecté. Ils emportaient avec eux leur choc et leur jugement refoulé. Ils étaient venus pour assister au couronnement de Victoria et à l'humiliation finale d'Élise, et ils repartaient avec la certitude que l'ordre établi venait d'être brutalement inversé. Je les regardais partir, sentant une distance croissante se créer entre eux et moi. Ce haine était plus le mépris qui me séparait d'eux, mais la connaissance. J'avais vu l'obscurité au cœur de leur modèle de réussite, et cette vision me rendait seule, mais invincible. Tante Sylvie s'est approchée de moi timidement, sa main hésitant à toucher mon bras. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Élise. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle m'a dit, était pas habituée à offrir de l'aide à celle qu'elle considérait comme la bonne à rien. J'ai ce qu'il me faut, tante Sylvie, ai-je répondu, ma voix toujours calme, mais ampre,